Depuis 24 heures, les rumeurs bruissent. Va-t-on assister à l'avènement d'un accord, d'une trêve entre l'armée israélienne et le Hamas? Les tractations semblent très difficiles, semble-t-il. On va en parler avec Bélir Nabli. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes juriste, professeur des universités en droit, auteur du livre Relations internationales, droit, théorie et pratique. C'est aux éditions Pedone. Avec nous également en direct de Jérusalem, Daniel Ben-Simon. Merci beaucoup, Daniel Ben-Simon, d'être avec nous. Vous êtes journaliste, éditorialiste, vous avez fait votre carrière au quotidien Haaretz, dont on parle beaucoup depuis plusieurs mois dans la couverture des événements en cours. Vous avez aussi été député du Parti travailliste israélien. Daniel Ben-Simon, la première question, elle est pour vous. Quelles sont les dernières informations? Est-ce qu'on est, oui ou non, proche d'un accord à Gaza? Vous savez, je ne suis pas capable de répondre à cette question parce que c'est touch and go, comme on dit en anglais. Ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Les informations qui viennent du Premier ministre sont négatives, de sa coalition, elles sont plus positives, des gens qui sont autour de lui, plus positives. Alors je dirais que entre Netanyahou et sa coalition, ça va et ça vient. Il y a les membres fanatiques de sa coalition, l'extrême droite, qui ont menacé Netanyahou. S'il arrive à un accord, il quitte la coalition et il ne sera plus Premier ministre. Et nous, on sait que M. Netanyahou a une obsession pour son poste. Il ne quittera pas son poste. Alors la question, est-ce qu'il peut laisser tomber les otages pour garder son poste, ou est-ce qu'il va prendre une décision incroyable, extraordinaire, peut-être la plus importante de ses 18 ans au pouvoir? Est-ce qu'il est capable de mettre le côté de l'intérêt israélien? Je dis ça de façon la plus claire. L'intérêt israélien au-delà des intérêts politiques. Et on va venir d'ailleurs, Daniel Ben-Simon, sur cette question avec vous, parce qu'hier soir, pas plus tard qu'hier soir, vous étiez dans une manifestation à Tel Aviv. Vous nous direz qui a manifesté et avec quel message. Bélir Nabli, je me tourne vers vous. Il y a cette phrase de Benyamin Netanyahou. Le Hamas est pressé de toutes parts d'accepter cet accord. Les États-Unis, par la voix notamment de Joe Biden, d'Anthony Blinken. La Grande-Bretagne dit aussi que c'est un accord, entre guillemets, généreux pour le Hamas. Et puis, on a le Premier ministre israélien qui dit de toute façon, trêve ou pas trêve, il y aura une offensive terrestre à Rafah. Oui, le Hamas est face à des injonctions contradictoires, comme on dit, dans la mesure où effectivement il est mis sous pression, y compris de la part non pas de ses alliés, mais en tout cas des partenaires qui sont en prise directe avec ces négociations. Je pense à l'Égypte et le Qatar qui poussent précisément à la conclusion de cet accord. Je pense aussi à la société civile gazaouite. Le Hamas ne peut pas ignorer la condition dans laquelle vit la population de Gaza. Mais pourquoi n'accepte-t-il pas cette trêve qui, pour l'instant, d'après ce que l'on sait, ce serait cessation des hostilités pendant 40 jours, libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens? Pourquoi le Hamas hésite et ne veut pas s'engager alors qu'il est? Tout simplement parce que le Hamas a un objectif assez précis qui est d'obtenir un cessez-le-feu définitif. L'idée de faire une pause et de revoir finalement le processus guerrier, la guerre telle qu'il la connaît aujourd'hui, repasser dans un mode normal, c'est une perspective qui pourrait sonner comme une défaite en réalité pour le Hamas. Donc le fait de ne pas obtenir un cessez-le-feu définitif en soi est la principale raison pour laquelle cet accord n'est pas conclu. Et cette perspective de ne pas pouvoir obtenir un tel cessez-le-feu définitif est nourri aussi par la ligne qui anime encore aujourd'hui le gouvernement israélien et qui s'est exprimée très récemment par la bouche du Premier ministre, qui a affirmé, alors même que nous sommes en cours de négociation en vue d'une trêve, qui a affirmé que, quoi qu'il en soit, il y aura une offensive vers Rafah. Donc là, ici, il y a encore des injonctions contradictoires, des éléments contradictoires où d'un côté, on affiche une volonté de négocier, de trouver un accord, et de l'autre, on voit des éléments qui vont contre l'idée de trouver un accord et un compromis. Juste quelques mots avant de retourner à Jérusalem. Il y a un peu plus d'un mois, le 25 mars, il y a une résolution de l'ONU, la première, puisque les États-Unis n'avaient pas mis leur veto, mais s'étaient abstenus en vue d'une trêve, d'un cessez-le-feu à Gaza, de libération d'otages israéliens également. Le droit international est-il en train d'échouer? En fait, derrière le droit international, ce sont ceux qui l'ont créé et qui ont la responsabilité de l'appliquer, de le respecter, qui sont en faute. C'est leur responsabilité qui est engagée
de qui il s'agit? D'abord et avant tout des États en général, réunis au sein de ce qu'on appelle la communauté internationale, et les grandes puissances en particulier, qu'il s'agisse de la Russie lorsqu'elle viole la souveraineté ukrainienne, ou d'Israël lorsqu'il commet des crimes internationaux à Gaza. C'est pas le droit international qui est en faute, ce sont ces règles qui sont violées par ceux qui se sont engagés formellement à le respecter. Donc ce sont le comportement des États qui aujourd'hui mérite questionnement. Est-ce qu'on bascule d'un ordre international qu'on qualifiait de libéral parce qu'il reposait sur deux grands principes, le respect de la souveraineté des États d'une part et l'universalité des droits de l'homme d'autre part, et un nouvel ordre qui se dessine a priori, qui ressemble beaucoup à la loi de Lynchak, c'est-à-dire à la loi du plus fort. Alors, Daniel Ben Simon, en direct de Jérusalem. Alors, on le rappelle, les attaques du Hamas le 7 octobre ont fait près de 1200 morts. Les bombardements israéliens depuis le 7, 8, 9 octobre, donc un peu plus de 6 mois, ont fait plus de 34 000 morts. Vous avez assisté hier soir à une manifestation à Tel Aviv. Elles sont désormais quasiment quotidiennes. Qui a manifesté, Daniel Ben Simon, et avec quel message? Surtout des groupes, les familles des otages et des milliers d'activistes de gauche et des gens qui veulent la paix, qui veulent une trêve, qui veulent arrêter la guerre. C'était vraiment désespérant de voir la volonté de ces Israéliens qui veulent à tout prix arrêter les hostilités, et ils supplient Netanyahou d'un côté et ils le menacent aussi, parce que s'il ne signe pas un accord de libération, il va perdre son poste. S'il signe, il perdra son poste aussi. Il sera tombé par la droite, et sinon c'est par la gauche. Alors si vous voulez, il est entre les deux forces principales israéliennes. Alors il ne décide pas. Il gagne chaque jour, il reste au pouvoir, jusqu'au jour où les Américains peut-être diront ça suffit, décide-toi et fait un deal avec le Hamas. Mais Daniel Ben Simon, il y a aussi de nombreux Israéliens. On a le sentiment, même si ces manifestations sont quotidiennes, que c'est une minorité. Et de nombreux Israéliens, traumatisés par les attaques du Hamas du 7 octobre, font pression sur le gouvernement pour aller jusqu'au bout et aller à Rafah. Est-ce que c'est la majorité de l'opinion publique qui pense cela? Pas du tout. Surtout, c'est les partis religieux ultra-orthodoxes et la droite nationaliste qui pousse Netanyahou avec un langage brutal et qui menace. Si vous ne rentrez pas à Rafah, si on ne voit pas des milliers de corps, on quitte la coalition. Si vous voulez, ce n'est pas la volonté des Israéliens. Les Israéliens pensent qu'il faut essayer de tourner la page. Et je crois que le Hamas aussi doit faire la même chose, parce que le Hamas est arrivé au point où aucun pays arabe, aucun mouvement islamiste a réussi à arriver. Il est à l'égalité d'Israël sur la façon de négocier avec Israël. C'est une force qu'on doit reconnaître. Et aujourd'hui, s'il n'y a que le Hamas, il n'y a pas d'autre chose. Et je crois que Netanyahou va se décider dans les prochains jours. Comme j'ai dit, il est entre la gauche et la droite, les deux ennemis principaux qui peuvent le faire tomber, quoi qu'il fasse. Alors, messieurs, j'aimerais vous entendre maintenant sur cette mobilisation aux États-Unis, sur les campus américains, mais aussi en Australie, en Allemagne, en France, dans une moindre mesure. L'ONU, aujourd'hui, se dit inquiète de l'impact, je cite, disproportionné des actions de la police américaine contre les étudiants. Comment expliquez-vous l'ampleur prise par ce mouvement aux États-Unis ? Alors, aux États-Unis et dans le monde occidental, pour reprendre finalement le paysage que vous avez bien identifié, d'abord, on peut l'expliquer par la nature des régimes politiques. Il s'agit de démocratie. Et donc, dans une démocratie, les sociétés civiles peuvent s'exprimer, s'organiser et s'exprimer, en particulier lorsque les principes et les valeurs sur lesquelles elles reposent sont bafoués, soit au sein de leur pays, soit à l'échelle internationale, qui plus est par un allié Israël, qui en plus se revendique comme étant un État démocratique. Donc c'est ce premier facteur qui est assez saisissant et qui fait que ces sociétés civiles se mobilisent, y compris par le biais d'une jeunesse qui est animée par des valeurs universelles comme la justice et le respect du droit international. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que ça permet véritablement de saisir en quoi ce conflit dépasse le prisme auquel il est souvent réduit, à savoir le prisme ethno-religieux. Ce n'est pas un conflit qui se réduit à cette dimension-là. Il a une dimension universelle et ces mouvements des sociétés civiles l'illustrent parfaitement. Pour donner un exemple, celui que vous avez cité, à savoir ce qui se passe dans les universités américaines, les jeunes juifs libéraux
de ces universités américaines sont au premier poste, ils sont à l'avant-garde. Alors, Non seulement parce que je pense qu'ils se sentent atteints dans leur identité particulière et qu'ils ne voient pas dans l'identité juive finalement la manifestation, plutôt la traduction, enfin un lien avec ce que commet l'État juif d'Israël, et de l'autre, encore une fois, une volonté de montrer une capacité de s'engager dans des valeurs et principes universels. Daniel Ben-Simon, c'est vrai ce qui frappe pour ceux qui ne suivent pas la vie politique américaine, c'est qu'il y a de nombreux étudiants américains de confession juive qui disent pas en notre nom, s'agissant de ce qui se passe à Gaza. Comment réagit-on en Israël? Rappelons que le Premier ministre israélien a comparé ces événements à ce qui se passait en Allemagne dans les années 1930, en les qualifiant d'actes antisémites, ces manifestations dans les campus américains. Comment l'opinion publique israélienne réagit? On parle des États-Unis, premier allié d'Israël. Je dois dire que le Premier ministre a utilisé un langage assez fort, assez brutal, je dirais aussi. Il a qualifié et il a comparé 2024 à 1933, la montée de Hitler. Et ça, les Israéliens ne sont pas là-bas. On a tourné la page depuis 70 ans, 75 ans. Et là, Netanyahou retourne à l'antisémitisme nazi. Et je pense qu'il est en minorité dans l'opinion publique israélienne, mais il utilise tout pour créer une ambiance contre Israël. C'est-à-dire pour vraiment mettre un périscope sur la façon dont les Américains manifestent. Et là, je crois que les Israéliens sont beaucoup plus compréhensibles des manifestations aux États-Unis. Et surtout le président américain Biden, qui mène la bataille, qui est un acteur principal dans le cessez-le-feu qui va arriver et dans la façon dont Israël agit. Il finance la guerre et c'est à eux à dire comment ils voient la fin de la guerre. Et justement, puisque vous parlez de guerre, une dernière question à tous les deux. L'objectif d'Israël, c'était, et c'est toujours, d'éradiquer le Hamas et de libérer tous les otages. Quel bilan tirez-vous après plus de 6 mois de conflit? Alors, je pense que la libération des otages, c'est vraiment l'objectif numéro 1 aujourd'hui parce que c'est le plus réaliste et il est possible de l'atteindre. Et finalement, l'opération sera appréciée en termes de défaite ou de victoire à l'aune de cet objectif-là. Parce que, s'agissant du deuxième aspect, à savoir l'éradication du Hamas, je pense que d'emblée, en posant cela comme objectif de l'opération, Israël s'est engagé dans un cycle de défaite. Merci beaucoup, Bélir Nabli, d'avoir répondu à nos questions. Merci également, Daniel Ben-Simon, d'avoir été avec nous ce soir sur TV5 Monde en direct de Jérusalem pour vos éclairages respectifs.